Et on vous propose donc comme séquence suivante un point sur les éléments de cadrage de la réforme des attributions, puisque c'est bien le lieu de ce webinaire que de reposer le cadre et de voir ensuite comment il est décliné par les acteurs. Donc avec un rappel sur les principes de la réforme des attributions, ainsi que l'état d'avancement régional, et plus spécifiquement le cadre législatif et réglementaire de la cotation de la demande. 72% des ménages sont éligibles au logement social. La politique d'attribution des logements sociaux a pour objectif de favoriser la mixité sociale en permettant à l'ensemble des ménages d'accéder à tous les quartiers d'une ville. Depuis la loi Allure, l'État a engagé une vaste réforme de l'attribution des logements sociaux. Elle positionne les EPCI comme les chefs de file de cette politique en lien avec les communes. Avec la loi Égalité et Citoyenneté, le pilotage de cette politique est discuté au sein d'une instance partenariale, la Conférence intercommunale du logement. La Convention intercommunale d'attribution fixe quant à elle les engagements des acteurs pour atteindre les objectifs d'attribution. La loi a de plus renforcé les obligations pour l'accès des ménages défavorisés au logement social et fixé un objectif pour un meilleur équilibre entre les quartiers en fonction des niveaux de ressources des ménages. La loi Elan, en 2018, généralise la gestion en flux des réservations de logements sociaux, prévoit une cotation de la demande et encourage la mobilité au sein du parc avec de nouvelles prérogatives données aux commissions d'attribution des logements. Les objectifs ? Plus de mixité sociale, d'équité, de fluidité et de transparence dans le processus des attributions, mais aussi de simplicité. Comment ? Grâce au déploiement de deux outils, la cotation et la gestion en flux. La cotation consiste à définir dans chaque EPCI concerné, dans le respect des priorités légales, une série de critères et leur pondération afin d'attribuer une note à chaque demande. Le demandeur peut ainsi connaître en toute transparence le positionnement de sa demande par rapport aux autres, ainsi que le délai d'attente moyen. Pour les réservataires de logements, les bailleurs sociaux, la commission d'attribution, cet outil offre une aide à la décision pour prioriser les demandes de logement social. La gestion en flux a vocation à remplacer la gestion en stock qui présente d'importantes rigidités. Avec la gestion en flux, le bailleur social n'est plus tenu par le lien d'origine unissant un logement à un réservataire identifié. Tout logement répertorié au sein du parc du bailleur peut donc être proposé à tout réservataire. La gestion en flux permet ainsi aux bailleurs de ne plus reproduire les mêmes schémas de peuplement et de mieux orienter les logements libres à la location vers les réservataires. L'intérêt ? Une meilleure allocation des logements et davantage de fluidité pour mieux répondre aux besoins des demandeurs et aux enjeux de mixité sociale dans un cadre partagé et transparent. Et concrètement, les intercommunalités concernées doivent mettre en œuvre un système de cotation d'ici le 31 décembre 2023. Pour faciliter cette évolution, un outil de cotation est mis à disposition gratuitement des acteurs dans le Système national d'enregistrement de la demande, le SNE. Concernant la gestion en flux, les conventions de réservation en stock signées avant novembre 2018 doivent être converties en flux d'ici le 24 novembre 2023. La loi 3DS du 21 février 2022 vise à renforcer la mixité sociale avec plusieurs mesures. La notification des objectifs d'attribution aux bailleurs sociaux et aux réservataires par les EPCI en cas d'absence de convention intercommunale d'attribution signée le 22 février 2023 au plus tard. La facilitation des attributions en dehors des quartiers prioritaires de la politique de la ville pour les plus modestes et la fixation des objectifs d'attribution aux demandeurs exerçant une activité professionnelle qui ne peut être assurée en télétravail dans un secteur essentiel pour la continuité de la vie de la nation. Pour plus d'informations, simplement pour poursuivre, peut-être revenir un peu plus précisément sur le contenu de la réforme des attributions et sans vouloir refaire toute la genèse depuis 2013, parce que ça fait maintenant près d'une décennie que l'ensemble des acteurs du logement sont engagés dans cette réforme d'ampleur. On peut citer donc, comme cela a été évoqué dans la vidéo, 3 lois majeures. La loi Allure qui a, dès le départ, simplifié, la volonté de simplifier les démarches des demandeurs et mis en avant les EPCI comme chef de file de la politique des attributions. Ensuite, la loi Égalité-Citoyenneté, avec les conventions intercommunales d'attribution, et aussi tout un travail sur la mixité sociale avec le quart d'attribution
au premier quartile. Et ensuite, la loi Elan, avec l'accent mis sur la mobilité résidentielle et la mise en place des CAL, mais aussi la cotation de la demande et la gestion en flux qui ont été généralisées. Dès le départ, lors du lancement de la concertation du flot, ce qui a sous-tendu à toute la réflexion et qu'on retrouve maintenant dans les dispositifs qui ont été mis en place par la réforme des attributions, il y avait différents arguments qui ont été mis en avant. D'une part, l'occupation du logement social, qui, les études l'ont bien montré, s'est quand même paupérisée, et une forme de ségrégation sociale s'est installée sur une partie du parc de logement. Et puis l'ensemble des acteurs était assez unanime sur l'opacité et la complexité du système, à la fois pour les usagers demandeurs de logements sociaux et, de manière plus générale, pour les professionnels du logement qui interviennent au sein des mécanismes des attributions de logement. Donc la réforme, ses principes de base ont été multiples, mais finalement tous avec ces mêmes ambitions, pour d'une part concilier les enjeux liés au droit au logement, puisque c'est bien l'accès au logement des publics prioritaires qui est un des points fondateurs de la réforme, tout en assurant la mixité sociale au sein des territoires et dans l'occupation des résidences. Il s'agissait donc, au sein des différents textes fondateurs, d'amener la définition d'une politique d'attribution à l'échelle intercommunale, le PCI étant mis comme chef de file des attributions, c'est effectivement la bonne échelle de travail, en lien étroit avec l'ensemble des politiques locales de l'habitat, pour pouvoir faire un peu du cousu humain, du sur-mesure au regard des enjeux locaux. Et pour ça, définir, au niveau de chaque EPCI concerné par la réforme, des règles d'attribution qui soient objectives, lisibles et transparentes également pour les demandeurs, en s'appliquant à l'ensemble des bailleurs et des réservataires, tout en ayant à cœur de placer le demandeur au centre dispositif et en le rendant davantage acteur de sa demande pour, quelque part, fonder un peu l'ensemble du système d'attribution sur les choix du demandeur. Et puis, pour faciliter aussi l'accès au logement social, eh bien, c'est la promotion de la mobilité résidentielle, notamment avec la mise en place des caléoles. Donc, une gouvernance intercommunale importante avec des EPCI chefs de file, des attributions et la mise en évidence de la politique d'attribution comme finalement un point central et autour duquel viennent s'articuler l'ensemble d'autres dispositifs tels que la politique de la ville avec les projets de rénovation urbaine, mais également les programmes locaux de l'habitat. Pour ce qui est de l'accès au logement des publics prioritaires, les accords collectifs départementaux et également le plan départemental d'action pour le logement et l'hébergement des personnes défavorisées, et puis évidemment en lien avec les bailleurs et les conventions d'utilité sociale. Donc c'est bien une réflexion territoriale qui s'articule avec les politiques et les enjeux de l'ensemble des acteurs au niveau local, avec pour cible une approche par public, les publics prioritaires, mais aussi les autres publics qui souhaitent accéder à un logement social, de façon à assurer une certaine mixité au niveau des territoires et au niveau des résidences, et qui s'appréhendent donc à différentes échelles. Plusieurs outils qui sont mis à disposition et qui doivent être mis en place au niveau local pour mettre en pratique cette politique locale d'attribution. C'est évidemment, en premier lieu, la conférence intercommunale du logement. Donc, c'est l'instance partenariale qui se dote d'objectifs en matière de relogement des publics prioritaires et de mixité sociale et qui va venir décliner ces grands principes dans, on va dire, deux documents principaux et deux outils principaux que sont donc la convention intercommunale d'attribution qui, elle, fixe des objectifs contractualisés par bailleur pour le logement des publics prioritaires et en parallèle le plan partenarial de gestion de la demande et d'information des demandeurs avec la gestion partagée de la demande, le service d'information d'accueil des demandeurs ainsi que la cotation de la demande. En Auvergne-Rhône-Alpes, pour vous dire un petit peu où en est la mise en œuvre de la réforme des attributions, donc déjà, c'est 52 EPCI qui sont concernés par la réforme, c'est-à-dire ceux qui sont tenus de se doter d'un programme local de l'habitat, ou bien ceux qui ont la compétence en matière d'habitat et au moins un quartier prioritaire au titre de la politique de la ville. Alors, on ne peut vous donner à ce stade que l'état d'avancement tel qu'il était au printemps 2022, puisque l'actualisation à fin 2022 est en cours et nous n'avons pas encore la remontée de tout le monde. Donc au printemps 2022, sur l'ensemble des 52 territoires concernés,
40 avaient créé et mis en place leur conférence intercommunale du logement, dont 34 avec l'adoption des orientations cadres. Et pour ce qui est de la déclinaison plus opérationnelle de ces orientations, donc 26 territoires avaient adopté leur convention intercommunale d'attribution et également 26 avaient adopté leur plan partenarial de gestion de la demande et d'information des demandeurs. Comme l'a évoqué François-Xavier, la loi 3DS a apporté un certain nombre d'évolutions. Sans vouloir toutes les lister et être un peu long là pour cette présentation, néanmoins, le zoom sur 3 points. D'une part, donc, l'ajustement du périmètre des territoires soumis à la réforme pour la réforme des attributions. Donc, les US qui jusqu'à présent étaient assimilés à des QPV sortent du périmètre de la géographie prioritaire. Donc, ce sont des quartiers qui ne sont plus pris en compte pour mesurer l'obligation d'attribuer les 25% de logements sociaux à des ménages des premiers quartiers hors QPV et 50% aux autres ménages en QPV. Également, le point important qui va mobiliser probablement l'ensemble des acteurs, à la fois au sein des conférences intercommunales du logement, mais aussi pour la déclinaison au sein des conventions intercommunales d'attribution, c'est la fixation d'objectifs d'attribution aux demandeurs de logement social exerçant une activité professionnelle qui ne peut être assurée en télétravail, donc ces personnes qui travaillent sur des secteurs essentiels pour la continuité de la vie de la nation. Et puis, évidemment, quelque chose qui était à la fois attendu, mais qui finalement oblige l'ensemble des acteurs dans l'action en 2023, c'est le report des échéances, avec la cotation de la demande qui doit être mise en place d'ici la fin d'année et la gestion en flux avant fin novembre. Si l'on regarde maintenant plus précisément un petit peu le contenu de la cotation de la demande, donc évidemment, objectif principal, c'est d'assurer une meilleure lisibilité pour le demandeur et une plus grande transparence dans le processus d'attribution, à la fois pour le demandeur, mais aussi pour l'ensemble des acteurs, puisque la cotation de la demande, c'est bien une aide à la décision pour l'ensemble des acteurs qui agissent en faveur des attributions de logements, aussi bien au niveau des bailleurs sociaux qu'au niveau de la collectivité territoriale qui va pouvoir apporter un niveau d'information que pour les services de l'État qui s'assurent de la bonne prise en compte des demandeurs prioritaires dans les attributions de logements sociaux. Donc c'est bien une meilleure information de demandeurs avec plus de transparence, cet appui à la décision et un instrument de mixité sociale, puisque ça doit permettre aussi d'aboutir à une meilleure facilité d'attribution en fonction des caractéristiques du territoire, de ses fragilités ou encore des enjeux qui peuvent être identifiés, notamment dans les programmes de rénovation urbaine. La cotation, comment est-ce qu'elle fonctionne? Donc, ça part de la définition d'une série de critères d'appréciation de la demande de logement. On verra un petit peu après en quoi consistent ces critères, qui sont eux-mêmes pondérés. Et à partir de cette pondération, ça permet l'attribution d'un certain nombre de points par demande de logement. C'est un dispositif qui s'applique de manière uniforme à toutes les demandes de logement social et qui va concerner tous les réservataires. Point important, je l'ai déjà évoqué, mais je pense que c'est important d'insister là-dessus, c'est bien une aide à la décision pour les membres des commissions d'attribution. Donc on n'a pas sur un système d'attribution automatique des logements au regard de ce qui ressort de la cotation de la demande. Et pour le demandeur, il va avoir davantage d'informations vis-à-vis de sa demande, déjà par rapport au caractère prioritaire de sa demande, également sur la manière dont les critères ont été fixés et comment sont traités en quelque sorte sa demande par les commissions d'attribution. Et puis, au regard du résultat de la pondération des différents critères, ça va lui permettre d'apprécier, en quelque sorte, le positionnement de sa demande par rapport à celle des autres demandeurs qui demanderaient sur un même territoire un logement de typologie identique, avec plusieurs informations, et en particulier le délai moyen d'attente par rapport à des demandes donc similaires, c'est-à-dire sur un lieu donné et une typologie de logement également analogue. Et cette cotation de la demande, je pense que vous l'avez déjà bien en tête, elle est donc élaborée dans le cadre du plan partenarial de gestion de la demande et d'information des demandeurs. Le plan partenarial donc définit des orientations qui sont destinées à assurer 4 points principaux.
Le premier, la gestion partagée des demandes de logement social. Donc, c'est comment les acteurs du territoire s'organisent collectivement pour gérer la demande de logement social. Il définit donc les critères et le système de cotation. Il prévoit également tout ce qui relève de la satisfaction à l'obligation du droit à l'information du demandeur. Donc, c'est comment le demandeur est informé à la fois de la manière dont il doit déposer sa demande et comment sa demande est traitée ensuite. Et comment ça se passe finalement au sein des services d'information et d'accueil de la demande pour qu'il y ait une certaine homogénéité en fonction du lieu où le demandeur va s'adresser pour déposer sa demande de logement social. La procédure d'élaboration du plan partenarial de gestion de la demande et d'information du demandeur est très cadrée dans le Code de la construction et de l'habitation. Donc c'est un document qui est adopté pour une durée de 6 ans. Il doit faire l'objet d'un bilan de sa mise en œuvre chaque année, donc qui est soumis à l'EPCI, chef de file en matière des attributions, pour approbation. Et puis un bilan à mi-parcours plus complet, qui lui aussi réalisé par l'EPCI et adressé à l'ensemble des partenaires, notamment le préfet, et qui est soumis à l'avis de la conférence intercommunale du logement, avis qui lui est rendu public. Donc on est toujours dans cette logique de transparence du dispositif vis-à-vis des citoyens qui sont concernés par une demande de logement social. Et si les résultats sont satisfaisants au niveau de ce bilan à mi-parcours, alors à ce moment-là, une révision doit être engagée pour mettre en place les actions qui permettent de rectifier un petit peu ce qui aurait moins bien fonctionné. Et puis, au terme du plan, 6 mois avant son terme, une évaluation conduite dans les mêmes principes que celle de mi-parcours, également rendue publique et qui doit permettre de renouveler le plan, le cas échéant, de l'amender en conséquence. Pour revenir sur une manière un peu plus concrète le fonctionnement de la cotation de la demande et comment les EPCI s'en saisissent pour sa mise en œuvre, il y a finalement 3 options. La pratique prévoit 3 options. Donc la première qui est décrite, je pense que vous l'avez vu dans la vidéo, c'est l'utilisation du module de cotation du SNE, donc qui permet un paramétrage directement dans le SNE des différents critères et de leur pondération. Ou bien alors, certains EPCI vont pouvoir faire le choix aussi d'utiliser un module spécifiquement développé pour la cotation et qui sera interfacé avec le SNE. Ou troisième possibilité, donc qui va concerner en Auvergne-Rhône-Alpes l'ensemble des départements auvergnats, c'est l'utilisation de l'outil du fichier partagé de la demande, le SPTA, également interfacé avec le SNE pour la mise en œuvre de cette cotation. Plus concrètement, si on repart de l'hypothèse de l'option 1, c'est-à-dire l'utilisation du module de cotation, comment ça se passe? Il y a donc au niveau du SNE, la plateforme a déjà défini un certain nombre de critères, à peu près une cinquantaine, en concertation avec les EPCI, et il y a donc un module de paramétrage qui permet la pondération de ces critères directement au sein de l'application du SNE, qui donc est paramétré en fonction de ce que l'EPCI aura défini en termes de critères et de pondération de ces critères, validés au sein du PPGIDID. Le SNE vient à ce moment-là donc coter automatiquement les demandes qui sont déposées par le demandeur, tout en renseignant un certain nombre d'informations qui sont ensuite basculées sur le portail grand public où le demandeur a accès aux informations qui sont prévues, c'est-à-dire le délai moyen d'attente, le positionnement de sa demande par rapport aux autres demandes similaires et des informations sur les modalités de calcul, c'est-à-dire comment a été établie la pondération au moment du dépôt de sa demande. Enfin, les critères de cotation donc, sur lesquels on peut travailler, donc de 2 types. Les critères obligatoires, donc qui vont correspondre aux demandeurs, enfin la qualification des demandeurs prioritaires tels qu'ils sont définis dans le Code de la construction et de l'habitation. Donc en premier lieu, les DALO, donc les ménages reconnus prioritaires et urgents au titre du droit au logement opposable, et puis l'ensemble des autres ménages prioritaires.
Et en parallèle, les critères facultatifs, qui peuvent être également retenus, qui se rapportent davantage à la situation du demandeur, donc ses ressources, son lieu de résidence actuel, sa situation familiale ou professionnelle, ou encore d'autres éventuellement contraintes géographiques liées à l'emploi, qui peuvent être donc utilisées pour élaborer la grille de cotation. Donc 5 catégories de critères qui se répartissent entre obligatoire et facultatif, des informations assez générales donc, sur le statut du demandeur, la composition du foyer, sa situation professionnelle, sa situation actuelle de logement ou de handicap par exemple, et puis les priorités locales qui auront pu être définies et choisies au sein de l'EPCI et traduites dans le plan partenarial de gestion de l'information de la demande. Simplement une dernière précision sur le fait que ces critères sont validés soit en fonction des coches, c'est-à-dire de ce qu'aura coché le demandeur au moment de sa demande dans le CERFA, de la demande de logement social, ou bien alors calculés à partir des champs libres du CERFA, donc par exemple la durée depuis le dépôt de la demande, ou bien encore le niveau des ressources, va se traduire en une forme de critère et qui pourra être utilisé comme une pondération, ou alors validé manuellement par un guichet enregistreur, notamment pour ce qui va relever des priorités locales. Voilà, donc c'était un peu l'objectif de cette courte présentation, de reposer le cadre de la réforme et en particulier de la cotation de la demande. Et on vous propose d'enchaîner avec des témoignages pour justement voir ensemble comment ça se passe concrètement pour les EPCI, également pour les bailleurs, pour la mise en œuvre de cette cotation de la demande.